Dernière conf avant la pause de midi avec Léo Poitevin. Comment manager des SO en télétravail? Bonne continuation et bon courage à toi Léo. Merci. Alors, aujourd'hui, petite conférence sur comment manager en télétravail. Alors, où est-ce que je pointe pour que ça parte? Le PC. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Alors, tout d'abord, qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je suis légitime à vous parler aujourd'hui? Voilà, je suis Head of SEO chez Green Tomato Media. Donc on est une boîte qui faisons de l'édition de sites. On est situé en Thaïlande et on recrute d'ailleurs. Si jamais vous voulez postuler, c'est toujours avec plaisir. Ça fait 4 ans maintenant que je fais du SEO dans l'affiliation compétitive. Donc dans des thématiques qui sont agressives, on va dire, donc beaucoup de SEO et beaucoup de budget, c'est très intéressant. Je pense qu'à l'heure qu'il est, on commence à avoir un niveau en SEO globalement qui est très bon dans l'équipe et overall. Je suis manager alors qu'il est d'un département de 18 employés, donc on est 18 dans l'équipe, ça commence à faire du monde, 18 à se concentrer et à travailler quotidiennement sur du SEO, donc ça fait des belles équipes SEO. Et je suis manager en télétravail depuis 3 ans, donc j'ai commencé à manager pendant le Covid, en gros, télétravail obligé, et depuis à Green Tomato, on est une boîte qui est complètement ouverte au remote, où on est 100% télétravail. On a des bureaux où les gens peuvent venir, mais en gros, l'essentiel reste du télétravail, où tout le monde est en télétravail. Donc, voilà, c'est un truc que j'ai commencé à rôder un petit peu depuis quelques temps et que j'ai pu mettre à plus grande échelle avec Green Tomato. Donc je vais vous expliquer petit à petit dans ma présentation ce que je fais moi au quotidien en télétravail, ce qui marche bien, ce qui marche pas bien, les limitations, où il y a des choses avec mon management où on n'est pas forcément d'accord sur toutes les choses. Je vais vous expliquer quelle est ma vision moi personnelle, ce qu'on fait, ce qu'on applique, les problèmes que ça peut impliquer, etc. etc. Donc voilà, la première étape la plus importante dans le management en télétravail, c'est le recrutement. Et ça, c'est indéniable. Vous allez voir, ma présentation est axée sur le thème de la rencontre et de la relation. Globalement, il y a des choses qui sont intéressantes en télétravail. Ma présentation va être un peu sur le management, un peu sur le management de SEO, un peu sur le management en télétravail. Il y a un peu de tout. Mais le recrutement, c'est clairement la partie la plus importante. Pourquoi est-ce que c'est la partie la plus importante? Parce que c'est vraiment sur le profil que vous allez avoir et la personne que vous allez avoir que ça va tout changer. Tout d'abord, gros avantage pour vous sur le recrutement. Globalement, vous avez accès à plein de choses. Vous avez accès aux zones délaissées par les entreprises. Donc si vous avez un SEO qui est à la campagne, qui a envie de rester à la campagne, pour vivre à la campagne et qui est un très très bon SEO, parce qu'en fait on travaille sur Internet, le gars peut s'être formé complètement et être à la campagne et être monstrueux, et ben potentiellement il n'y a pas d'entreprise chez lui qui peuvent le recruter. Donc si vous acceptez le télétravail, si vous prenez du télétravail, vous pouvez le recruter. Idem pour les digital nomades qui font que du télétravail parce qu'ils voyagent constamment. Donc voilà, on reste dans la... C'est une population à laquelle vous avez accès que si vous proposez du télétravail illimité. Accès aux plateformes de remote qui sont un bon moyen de recruter. Il n'y a pas beaucoup de profils juniors qui sont proposés sur les plateformes de remote. Si vous tapez là-dessus, vous avez des centaines de gens qui vont postuler instantanément et vous avez accès aux pays offshore. En fait, au final, le télétravail, d'une certaine manière, le management de télétravail, c'est un truc qui est déjà depuis longtemps. Quand il y avait des équipes à Madagascar qui étaient managées en freelance, est-ce que c'était pas un peu du management en télétravail? D'une certaine manière, si. Le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est de chercher votre perle. Donc clairement, trouver quelqu'un qui est passionné, pour moi c'est la valeur numéro 1. C'est un truc que j'ai appris avec Green Tomato Media. Et en fait la passion, ça amène tellement de choses. Quelqu'un qui est passionné, qui est bien amené, qui est bien formé et qu'on emmène dans la bonne direction, c'est quelqu'un qui sera un monstre. Comment est-ce qu'on détecte des gens qui sont passionnés? Moi en général, l'un des premiers trucs que je demande, c'est à quel point est-ce que la personne fait sa veille. Donc en fait, si on a quelqu'un qui fait beaucoup de veille, qui se renseigne énormément sur le SEO, c'est qu'elle est très sûrement passionnée, donc je pose pas mal de questions autour de la veille. Une personne qui fait ses recherches Google, donc en fait vous n'avez pas envie en tant que manager de répondre à des questions qui sont basiques et auxquelles il y aura la réponse sur Google. Donc aujourd'hui, il faut que les gens soient capables de faire leur recherche Google proprement. C'est un facteur qui est ultra important parce que votre valeur, elle est sur l'expertise et pas sur la base. Et enfin, en fonction de si vous êtes plutôt une agence, un éditeur ou in-house, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui est plutôt commercial pour les agences en général, qui est plutôt un faiseur, un doueur en édition, quelqu'un qui va pas avoir le peur de se retrousser les manches et de rentrer dedans. Les in-house ont besoin de beaucoup de sujets politiques, donc quelqu'un qui soit un bon politicien, on va dire, c'est important. J'ai pas fait d'agence, donc voilà, j'estime que le commercial ça doit être ça, mais j'ai fait de la politique in-house et de l'édition, et c'est sûrement ça. Au niveau des tests SEO, ça c'est assez intéressant parce que souvent c'est des questions qui se posent. Comment est-ce qu'on teste un SEO? Comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est un bon SEO? Nous on teste tous les gars qu'on recrute en général. Sur la mission qu'ils vont effectuer, vous cherchez quelqu'un en content, faites-lui faire du content. Vous cherchez quelqu'un au link building, demandez-lui de faire des plans de linking. Voilà quoi, testez ça, c'est classique et efficace. Sur de la culture SEO, en général, j'aime bien demander aux personnes que je recrute, même si c'est des SEO qui ont commencé en 2020, à quelle date est arrivé Pingouin. Et en fait, si le gars est capable de me dire à quelle date est arrivé Pingouin, ça veut dire qu'il s'est intéressé au passé du SEO, il est intéressé à tout ça. Donc c'est des choses qui sont intéressantes pour savoir à quel point est-ce que le gars est passionné et piqué par le SEO, à quel point est-ce qu'il s'est renseigné loin dans le SEO, etc. Sur tous les aspects du SEO, vous pouvez très vite savoir en quelques questions si quelqu'un est très technique,
est très bon en off-site, est très bon en content ou pas. Je sais pas, en technique par exemple, vous pouvez lui demander voilà, comment est-ce qu'on désindexe une page, le gars vous répond bien. Vous lui demandez ok, comment est-ce qu'on optimise un crawl budget, le gars vous répond bien. Et bah, vous lui demandez si tu dois faire du rendering en JavaScript, quelle solution est-ce que tu me proposes. Si le gars répond bien, bah, vous savez qu'en technique c'est bon, quoi. En 4 questions, vous savez à quel point il a un niveau ou pas. Ensuite, il n'aura pas toutes les connaissances, mais on pourra améliorer, fluctuer au fur et à mesure, il sera formé. On sait qu'il a déjà une prépondérance technique qui est forte, donc c'est cool. Et ensuite, le pourquoi du choix du télétravail. En entretien, c'est une question que je pose tout le temps, parce qu'en fait, ça va influencer pas mal de choses dans la relation que vous allez avoir, ça peut expliquer des choix ou pas, quoi. En fait, si demain le gars il vous dit je veux du télétravail parce que je voyage tout le temps, etc., eh ben, considérez que le gars il va changer tout le temps d'environnement. Est-ce qu'on va le mettre en contact direct avec des clients? Pas forcément, quoi. Après c'est un dev, bon bah il est dev, il est de son côté, c'est pas un problème s'il change tout le temps d'environnement, s'il est en train de voyager, s'il est en auberge de jeunesse, des trucs comme ça, quoi. Si vous avez par exemple une maman qui vient d'avoir des enfants, qui a besoin d'avoir un bon cadre de vie, etc., potentiellement vous pouvez avoir des gens qui sont top niveau, qui ont vraiment besoin du télétravail à un instant T pour leur vie privée, et les avoir à un prix qui défie toute concurrence parce que vous offrez le télétravail. Souvent c'est honnêtement un avantage énorme sur le recrutement, et moi aujourd'hui c'est vraiment plaisir de recruter parce qu'en fait le télétravail ça amène énormément de candidats. Ça c'est la manière dont je teste les gens et les questions que je pose pas mal en entretien. Après il y a quand même un côté protégez-vous en tant qu'employeur, en tant que manager, période d'essai maximum plus renouvellement si le moindre doute. Donc clairement en France je crois que c'est 3 mois, donc vous mettez vos 3 mois de période d'essai, si vous avez le moindre doute après 3 mois vous renouvelez, voire vous séparez de la personne parce qu'en fait vous ne devriez pas avoir des doutes sur vos employés. Objectifs ambitieux, si vous mettez des objectifs qui sont très ambitieux dès le début, vous pourrez vous justifier en disant bah voilà les objectifs sont pas atteints, mettez des objectifs qui sont très ambitieux, au pire ça sera à vous d'amender, dire ah ouais j'avais été trop ambitieux sur les objectifs, mais vaut mieux demander beaucoup trop de quelqu'un que bien pas assez. Et enfin ne gardez pas de gens moyens, ça c'est vraiment important en fait, alors qu'il est si vous avez des gens moyens dans l'équipe ça va vous pénaliser à mort pendant longtemps. Et ça va être horrible et vous allez traîner des boulets et vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie des gens qui vous challenge et qui vous apportent des trucs de ouf. Donc une personne qui est moyenne, vous ne gardez pas et on continue. Et alors qu'il est, je suis trop content d'avoir l'équipe que j'ai parce qu'on n'a pas gardé de gens moyens et qu'on s'est renouvelé et qu'on a une top équipe, quoi. Ensuite, les objectifs. Comment est-ce qu'on définit les objectifs en télétravail? Comment est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que je fais de ce côté-là, moi personnellement au quotidien? Les SEO disent toujours objectif de... c'est quoi le truc moyen de... Obligation de moyens et pas obligation de résultats. Ça c'est le truc des agences SEO et c'est normal, tu peux pas obliger des résultats à une agence SEO, tu sais jamais comment ton client va mettre en œuvre, etc. Mais en fait quand vous allez fixer des objectifs à vos gars, mettez des objectifs sur la performance et pas sur les résultats, quoi. Et pas sur les moyens qu'ils vont mettre en œuvre. Si le gars il s'occupe d'un site, mettez les objectifs sur le trafic que va générer le site, etc. Et donc un truc qui peut se faire, des fois on sait pas sur quels objectifs est-ce qu'on peut mettre, sur quel facteur est-ce qu'on peut mettre des objectifs. Quelque chose que j'aime bien, on commence par la position. Vous ne savez pas à quel point est-ce que votre site il va pouvoir ranker, il va pouvoir générer du CA, il va pouvoir générer du trafic. Vous pouvez dire, et en fait derrière bonus, quoi. Le gars il remplit ses objectifs, on fait du bonus. Et typiquement un truc que j'avais dans une boîte avant, imaginons que vous rentrez top 5 sur Montescalier Paris par exemple, qui va être une bonne requête. On sait qu'on va faire de l'argent sur Montescalier Paris. Et ben vous pouvez filer 300 € à votre gars. Et c'est cool en fait, votre client il va se gaver, c'est extra, quoi. Et enfin, votre client vous-même s'il fait votre propre site d'ailleurs. Et ensuite, quand on sait que ça peut apporter du trafic, on peut mettre un objectif qui est fixé sur le trafic. Et ensuite, l'objectif ultime, c'est le CA. Moi, je pense que demain, si vous êtes une agence et que vous dites à vos clients, moi, mes consultants, ils touchent de l'argent quand toi, tu rentres plus de CA, c'est un facteur de ouf. Enfin, les gens vont être fous, vos clients sont fous. Ça veut dire que les perfs de vos consultants et l'argent qui rentre, c'est l'argent de votre client. Je pense que c'est vraiment un facteur, un bon truc pour signer des ventes. Et ensuite, voilà, en termes de bonus, je vous ai donné plusieurs trucs qui pourraient être utilisés pour motiver vos gars en télétravail et pour leur dire, bah voilà, en fait, t'es pas juste un télétravailleur et en fait, tu gagnes 1 500 € par mois et tu travailles pour moi et moi, je suis le boss et je me gave. C'est ton travail qui paye et en fait, il y a un moment où c'est aussi toi qui vas prendre des bonus et tu vas prendre de l'argent et t'es indexé sur la partie les résultats que tu produis. Et ça motive vraiment en général aussi, bien. Et donc bonus à montant fixe, donc soit un truc fixe en général. Par exemple, salaire sur la croissance SEO, ça c'est un truc qui marche bien. Donc si vous dites ok, mon site fait plus de croissance que tout le reste du secteur, bah vas-y on en profite. Et bonus variable, imaginons que tu es en agence, tu pourrais dire allez je te file 5% si tu reconduis le client sur le contrat. Je pense que c'est des trucs qui peuvent bien marcher. Encore une fois, j'ai jamais fait d'agence, ça se trouve 5% c'est beaucoup trop ou bien pas assez, mais en gros un pourcentage du truc ça va pousser vos gars à être impliqués et à se dire ce client c'est mon client, quand il signe et quand je signe, on gagne de l'argent ensemble. Et donc créer une synergie et que votre équipe se dise j'ai les mêmes intérêts que mon patron et que mes clients, c'est vraiment quelque chose que vous avez envie et ça crée une autonomie qui est complètement folle. Ensuite vous avez toute la phase d'onboarding. Donc en gros la personne elle est recrutée en télétravail, elle sait ce qu'elle doit faire
On le rentre et là les grandes questions se posent. Comment est-ce qu'on fait pour créer de la cohésion? Comment est-ce qu'on fait pour, même si on se voit pas en fait, quand même être liés, etc. Qu'est-ce qui marche pas? Un truc que je fais beaucoup moi personnellement. Bon déjà la première chose vidéo over audio. J'ai fait du télétravail en audio uniquement, donc que des appels, et du télétravail en vidéo. Et je trouve que la vidéo on connecte beaucoup mieux avec les gens et on se voit et on voit le background et on voit qu'est-ce qui se passe. Et donc il y a un côté où ouais, on connecte beaucoup mieux. Honnêtement, je vous conseille la vidéo 1000 fois. Mais même pour vos appels clients, en fait, on connecte mieux en vidéo qu'en audio, donc profitez-en et envoyez de la vidéo. Et enfin, le small talk, à chaque début de réunion, j'y vais et je discute de tout et de rien. Je vous ai mis une liste de sujets qui marchent bien en général. La météo, j'adore. Moi, c'est vraiment mon marronnier, j'y vais à chaque fois. En plus, nous, on est dans différents décalages horaires, dans différents créneaux. Donc, quand je suis en Thaïlande, il fait combien chez vous en France? Il fait froid, c'est le début de l'hiver. J'ai une partie de l'équipe qui est à Caen, donc à chaque fois, il pleut chez eux. C'est la question sur la météo, voilà. Et sinon, la nourriture en tant que Français, c'est toujours trop bien. Ah, c'est bientôt le repas, t'as prévu de manger quoi, etc. C'est des trucs de base. Et en fait, ça marche trop bien et ça catch. Et à chaque fois, si tu retiens et que tu continues, c'est vraiment une bonne manière de créer des relations, même si on se voit pas. Parce qu'en fait, on mange tous. On a tous une météo chez nous. Quand on va en vacances, on part tous en vacances. Et donc là, ça déroule. Et c'est des bons moyens de connecter. Small talk sur la sphère SEO, ça, c'est un truc de ouf, honnêtement. Si vous avez recruté les bonnes personnes, que les personnes, elles sont passionnées, qu'elles font leur veille, eh ben, vous faites du small talk sur la SEO. Si vous êtes, vous êtes manager, vous êtes patron d'agence, vous connaissez plein de trucs sur le SEO à l'ancienne, sur des vieux gars SEO qui avaient des petites histoires, des petites anecdotes et tout. Quand vous racontez ça à des jeunes qui sont passionnés par le SEO, ils boivent vos paroles. Donc en fait, allez-y et racontez des choses comme ça et ça fait toujours. Et en fait, il s'est passé, il y a tel gars qui a dit ça sur Twitter, et ben on en parle pendant les réunions et c'est important parce qu'en fait, dans une boîte, dans une agence SEO, demain c'est ce qui se passe en réel. Donc en fait, en réunion, reproduisez ça et parlez de ce qui s'est passé sur Twitter, de qui a dit quoi. Et des tips productivité, ça c'est un truc qui est bien aussi. C'est un truc que j'ai fait il n'y a pas longtemps et qui marche bien, de parler de productivité, de parler de comment gérer son temps, de parler de comment être plus efficace dans son quotidien. Et je leur dis, ah ouais, moi je fais ça, qu'est-ce qui marche bien pour toi, etc. Ça permet d'orienter vos équipes dans un mode de vie qui est plus sain et dans un mode de production qui est plus efficace. Et même si c'est pas très sain, d'orienter les discussions d'à côté le travail sur des sujets qui rapportent un peu au travail d'une certaine manière, et ben en fait, vous préférez demain avoir des gars qui sont bien dans leur tête, qui font du sport, qui sont frais, qui méditent ou des petits trucs comme ça en mode tips productivité ou qui ont une gestion de leur temps bien maîtrisée, plutôt que des gars qui se perdent sans faire exprès sur Instagram, qui vont arriver le matin avec la gueule de bois, etc., etc. J'arrive aussi le matin avec la gueule de bois des fois. Ensuite, la question de la formation SEO en décalage horaire, c'est intéressant. Nous, alors qu'il y a beaucoup de gens de boîtes qui font télétravail partiel ou télétravail complet, mais qui restent en Europe. Nous, alors qu'il est, on a plusieurs créneaux horaires. On tape, on n'a personne côté US, mais on va d'un bout du continent européen à l'autre bout du continent asiatique, donc on couvre pas mal. Demain, ça serait compliqué d'avoir du monde aux US pour une raison, c'est le temps en commun. Je vous en parlerai après. Mais en gros, alors qu'il est, comment est-ce que je fais une formation dans SEO qui arrive en télétravail? Je fais ça en 3 étapes. Une formation vidéo. Donc là, on va se dire vidéo call. Mais si vous avez acheté une formation, je vous conseille Authority Hacker en anglais par exemple. Pour moi, c'est les meilleurs sur de la formation. Vous avez acheté une formation à faire d'un gars, bah, ça marche bien. Vous pouvez lui envoyer juste les slides, la vidéo. Il regarde la vidéo et on débriefe après. On fait un exercice. Ça vous permet de gagner du temps à mort. Si jamais vous faites un vidéo call, vous vous enregistrez et en fait tous les prochains gars que vous allez recruter, bah, vous aurez le truc et vous pourrez leur envoyer. Donc en gros, la vidéo en live ou en rediffusé, ça marche bien, ça permet de gagner du temps. Ensuite, exercice. Donc là, vous avez l'exercice qui sert votre business. Si votre agence elle a besoin de, je sais pas, faire des audits, bah, vous faites des audits, vous faites des audits, vous faites des audits. Et ensuite, vous corrigez les audits avec le gars. Donc vous auditez les sites de vos clients, vous corrigez avec lui. Ça vous a préparé une trame en gros, et le gros, et ensuite la correction. Ça prend du temps aussi. Et c'est en fait sur une journée de 8 heures, moi je vois ça comme ça, la formation. Le premier mois, je ne fais que ça. Tous les jours, c'est 2 heures de vidéo, 1 heure et demie de live, de vidéo, d'explication, on discute, etc. Un vrai cours quoi. Et ensuite, 4 heures d'exercice. Et ensuite, le lendemain matin, boum, on va faire la correction, on va regarder, t'as fait quoi, ok, comment est-ce que t'as pensé, et apporter les détails. Il a fait des titles, vous lui dites, bah tiens, regarde tes titles, oriente-les plutôt comme ça, fais-les faire comme ça. Ton audit, non, concentre-toi là-dessus, c'est plus important ça. Il a fait que l'audit technique, bah hop là, on déblaster sur l'audit technique. Donc en fait, il faut prendre du temps. Plus vous prenez du temps, plus vos gars ils vont être au niveau après et ils feront quelque chose qui est efficace à mort sur la suite de l'émission en fait et vous leur donnez toute l'expertise. Et vous faites ça pendant 1 mois. 1 mois ça paraît beaucoup, mais d'un autre côté c'est peu parce qu'en 1 mois vous avez quelqu'un qui est formé et qui commence à être vraiment vraiment autonome parce que vous l'avez formé pendant 1 mois non-stop quoi. Il était avec vous continuellement. Et même s'il était en télétravail, vous l'avez vu 4 heures par jour quasiment de formation où il a passé 4 heures par jour à se former et plus d'exercices qu'il a fait en autonomie qui marche très bien.
Ensuite, mini 3 mois de contrôle de la moitié du travail, c'est ce que je fais aussi, nous, pour que le truc soit vraiment au niveau. On fait de l'affiliation qui est compétitive, donc je peux pas me permettre d'avoir quelqu'un qui a que 1 mois dans les pattes et qui a pas encore assez pratiqué, de lui faire mettre des dingueries sur les sites. Donc je fais en sorte qu'ils mettent des choses bien. En général, ça prend 3 mois. Après 4 mois, les gens commencent à être vraiment autonomes. C'est ce que j'ai globalement dans l'équipe et c'est ce que je préconise. Besoin de tracking, les gens ont souvent besoin de tracking en télétravail, et à un moment ils sont là, ouais, le gars il performe pas, je sais pas ce qu'il fait de ses journées, ça me stresse, etc. J'ai une solution qui est extrême, je l'ai pas encore mise en œuvre, mais peut-être qu'un jour je la mettrai en œuvre. C'est le concept du vidéo call de 8 heures. Vous prenez le gars le matin en télétravail, vous l'appelez en vidéo call et vous lui dites, bah tiens regarde, on va faire ça, tu travailles, tu me laisses ton écran partagé, tu continues de travailler, et de temps en temps, au hasard, je viendrai dans la journée, je checkerai ce que tu fais, voir où est-ce que tu en es, histoire qu'on discute un peu tout ça. On pourrait se dire c'est extrême parce qu'on est en train d'espionner continuellement le gars, et c'est vrai. Si tu as besoin de tracking, c'est que tu es un peu extrémiste, mais potentiellement, c'est ce qui se passe en réel en fait. Le gars en réel, il est là, il travaille toute la journée, son manager il vient à des moments aléatoires, il regarde qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as avancé. Donc en fait, c'est juste une reproduction d'une situation réelle. C'est pas parce que le télétravail est là qu'il faut forcément arrêter de traquer tout le monde. Donc ça peut être intéressant à faire le vidéo call de 8 heures. J'essaierai peut-être un jour, mais honnêtement, je préfère pas parce que ça veut dire qu'on n'a pas la bonne personne en général. Et enfin, laisser une part pour la créativité. 80% du temps, faites-le travailler. Il travaille sur le business, ce qu'il rapporte, etc. 20% du temps, il faut l'accrocher, il faut qu'il kiffe ce qu'il fasse. Donc filez-lui du fun. Et le fun, si vous avez quelqu'un qui est passionné et qui kiffe ce qu'il fait, ça sera de la R&D SEO. Donc en fait, faites-le faire du test, de l'innovation. Il a une petite idée, mais vous savez que l'idée elle est nulle, c'est pas grave. Peut-être que ça vous surprendra. Et secondo, il y a peu de chances que ça vous surprenne, mais secondo, voilà, faites-lui faire l'idée, il va se rendre compte, il va apprendre par lui-même, il se sent impliqué, il sent qu'il y a les gens qui lui font plaisir et que voilà, ils lui font confiance. Et en fait, c'est comme ça que vous allez accrocher les gens, les jeunes. Et donc, potentiellement, un gars, il est là, il fait ses 35 heures. Si vous lui avez filé un bon test avec du budget pour le faire, etc., il va pas faire ses 35 heures. Il va faire 5 heures de plus le week-end pour aller continuer ses tests. Lui, en perso, ça l'intéresse. Et en fait, il est en train de tester pour vous, pour votre connaissance, pour les clients. Donc, c'est des trucs qui sont top, quoi. Et enfin, ça permet de forcer le décloisonnement des équipes dans le sens où si vous avez quelqu'un qui vient d'arriver, il va faire du SEO, il va faire ses trucs, il va être cloisonné dans son équipe, dans son truc, et en fait, il va jamais rencontrer potentiellement la moitié des équipes. S'il a une petite idée et que vous voyez que vous pouvez le connecter avec une autre équipe, donc par exemple vous avez un SEO, vous pouvez le connecter avec les devs sur un test, et ben vous le connectez avec les devs sur le test et vous le faites travailler en direct avec les devs parce que c'est la première fois qu'il va pouvoir se connecter et discuter avec lui. Il n'y aura pas de discussion de machine à café. Donc autant que ça se fasse au niveau du taf, ils feront leur small talk entre eux et ça leur permet de potentiellement accrocher un peu chaque personne entre eux et de créer une cohésion d'équipe qui va être pas centrée autour d'un bureau mais centrée autour d'un gros channel Slack quoi, en général. Les réunions. Les réunions, c'est un gros sujet, c'est un gros problème en entreprise. Les gens sont toujours anti-réunion et tout. En remote, ça peut être le cas, il peut y avoir le problème des réunions aussi. Nous, ça va, honnêtement. Je vais vous donner des exemples de réunions que je fais avec mes SEO qui sont trop bien. La première, c'est on casse une requête ensemble. Donc en fait, on se met tous ensemble, on prend tous une page. Donc ouais, voilà, une page, une requête, ça peut être un silo, etc. On l'audite tous ensemble, chacun de notre côté. On fait notre analyse et ensuite on prend 1 heure, on se retrouve tous et on discute tous ensemble de comment est-ce que nous, on améliorait cette page pour aller casser cette requête. Alors on fait encore une fois, on fait de la FIC qui est compétitive. Donc en fait, on peut pas juste dire on va faire du content et on va faire du lien. Hein. Le content il est déjà fait, le lien il est déjà fait. La page il y a déjà, je sais pas, peut-être, c'est débile, mais genre 30 heures et 5 000 € qui ont été investis dessus. Bon bah voilà, comment est-ce qu'on fait pour aller craquer une page qui a déjà du surinvestissement, qui est déjà très haut niveau. Et donc en fait, c'est beaucoup de questions, beaucoup de détails. Ça va aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait en SEO traditionnel. Et il va y avoir des avis qui sont ultra pluriels. Et donc ça permet d'aller avancer, d'aller chercher des choses qui sont très intéressantes en général en termes de tips, etc. Et d'évolution du SEO, ça donne des apports SEO, des visions SEO qui sont différentes sur une même requête et ça permet des fois d'aller craquer des trucs où on n'a pas l'habitude d'utiliser d'autres leviers quoi. Donc voilà, c'est un truc qu'on fait pas mal et qui marche bien et honnêtement ça jamais je l'enlève de ma semaine. J'ai des petits jeux en link building, je sais pas pourquoi pour moi le link building c'est ma partie préférée du SEO, j'aime trop avoir des jeux en link building et donc par exemple 2-3 jeux en link building, le concept du 1 000 € pour votre linking de rêve. Donc vous prenez votre équipe de link building, vous leur filez 1 000 €, une liste de spots, genre les spots que les Indiens ils envoient. Vous récupérez tous les spots et vous leur dites t'as 1 000 €, qu'est-ce que tu fais avec 1 000 €, quel link building tu prends? Et donc là, chacun va avoir son link building, ils vont dire bah, j'ai pris celui-là pour ça, j'ai pris celui-là pour ça, mon spot il manquait de lien média, etc. Donc en fait c'est intéressant parce que ça permet de stimuler, d'avoir des échanges autour du link building, autour du taf, d'avoir des côtés où en fait les gens s'auto-forment entre eux, se donnent leur avis et c'est cool. Le juste prix du lien, ça c'est un jeu que donc je fais pas trop le 1 000 € pour votre ligne de rêve. Le juste prix du lien, je le fais tout le temps en formation. C'est ultra important. Vous prenez un spot et vous dites ok les gars, combien de spots il vaut?
Et donc vous cachez le prix, tout le monde va analyser les métriques, etc. On se donne 2-3 minutes. Et donc ensuite, après, on dit ok, bah, moi je le price à temps, je le price à temps, je le price à temps. S'il y a des gros écarts, on s'explique pourquoi est-ce qu'il y a des gros écarts, pourquoi est-ce que le place si cher, si peu cher. Et ensuite on révèle le prix. Et bon, soit celui qui est le plus proche ou un truc comme ça, voilà, il a gagné. Donc c'est toujours un petit jeu sympa. Quand tu achètes beaucoup de liens, c'est intéressant que tes équipes sachent très bien pricer ton lien et que soient très en accord avec toi sur le prix d'un lien. Parce qu'en gros, si demain tu vois qu'il y a des gars qui sont en train d'acheter des liens beaucoup trop chers, ça va te rendre fou, quoi. Enfin, tu dis, ouais, les gars, vous êtes en train de payer n'importe quoi trop cher. Et les 12 RP de midi, imaginez que vous arrivez, vous réunissez l'équipe, vous êtes 4, chacun avec 3 idées de RP, ça nous fait 12 idées de RP, on discute, on se dit, ok, laquelle est la meilleure, lesquelles sont les plus extravagantes, où est-ce qu'on peut aller chercher plus loin, etc. Ça fait des petites idées de jeu en général et en fait ça stimule la créativité, c'est des idées de brainstorming au final plus qu'autre chose et ça permet de garder de la cohésion et de parler de building et de discuter ensemble tout en restant mi-pro, mi-perso et de rigoler un peu sans que ça soit trop orienté client, orienté les tâches qu'on fait au quotidien, etc. Ensuite, pour vous expliquer comment nous on fonctionne et ce qui marche très bien, honnêtement je trouve, on fait des réunions hebdo pour savoir qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc en gros, on te trouve le manager et c'est N-1. Si vous avez plusieurs strates, donc moi c'est mon cas, mes managers font la même chose avec leur N-1 à eux. Et s'ils avaient des N-1, ils feraient la même chose, etc. Et ça vous donne une structure où en fait vous pouvez grossir à l'infini. Donc ça c'est plutôt cool. Et point hebdo, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Là en général je dis à mon équipe ok en fait j'aimerais bien que tu fasses ça, j'aimerais bien que tu fasses ça, j'aimerais bien que tu fasses ça, donc là je leur file plein d'idées parce que moi je suis quelqu'un qui donne beaucoup d'idées eux ensuite vont amender leur plan de la semaine prochaine en se disant ok la semaine prochaine au vu de ce que j'ai fait de la semaine dernière, au vu de la situation du site de cette semaine que je t'expliquais et au vu de ce que tu m'as donné, je vais préparer ma semaine prochaine comme ça et à la rigueur la semaine d'après je pense faire voilà. Donc en gros ils vont me dire je peux pas faire tout ce que tu me demandes cette semaine mais j'essaierai de le faire la semaine d'après ou un truc comme ça. À l'échelle trimestrielle on fait des feedbacks honnêtes sur le travail. Donc en gros, on se réunit et on se dit bah écoute, t'es mauvais là-dessus et t'es bon là-dessus. Et on est honnête entre nous. Et je suis honnête avec mon équipe et mon équipe est honnête avec moi. Et typiquement, ils me disent Léo, arrête de nous donner des idées toute la journée et apprends à t'organiser un petit peu. Et moi, je me dis bah ça me fait chier, mais c'est vrai, il faut que je le fasse. Donc c'est important pour eux et du coup, je vais travailler pour ça. Et moi, je vais leur dire, bah écoute, t'es mauvais en linking, tu produis pas assez vite, tu passes trop de temps à analyser et t'arrives pas à avoir les bonnes clés, par exemple. Et la personne va me dire, ok, bah écoute, je vais essayer d'aller plus vite, d'être plus productif, etc. Donc c'est des discussions honnêtes et c'est des moments qui font un peu, enfin qui sont difficiles en fait, mais qui sont importants. Alors qu'il est, on le fait à l'échelle trimestrielle. Honnêtement, on pourrait le faire tous les 6 mois. Ça serait honnête, ça suffirait. Ça dépend de la taille de vos équipes et du temps que ça vous prend, mais je pense personnellement. Feedback sur les perfs à plus grande échelle, la moitié de votre équipe elle va être concentrée sur son périmètre, elle va pas savoir ce qui se passe à plus grande échelle, donc c'est le moment de dire ok bah voilà, globalement l'agence on a fait x2 de CA sur tes clients, c'est trop bien, on a fait ça, etc. Et en fait de voir les perfs à plus grande échelle, ça permet d'avoir de la cohésion. Moi j'adore quand les autres départements me disent ah tiens on a fait telle croissance, on est passé en positif, etc. Je me dis à chaque fois putain c'est cool, ça nous permet d'avoir des infos et de se dire quelle partie du business est positive ou pas. Comme je suis intéressé pour le business globalement, ça fait toujours plaisir. Horaire et localisation, ça c'est un gros sujet parce que y a la question de est-ce qu'on accepte que les gens partent complètement ailleurs, qu'ils soient plus disponibles en quelque sorte. Nous c'est un choix qu'on a fait, moi je l'aime bien. Un modèle qu'on a qui marche bien, je l'aime bien, honnêtement j'aime bien le garder. On pourrait essayer un autre mais le modèle heure prédéfini. Donc en gros, ce que je vais demander à quelqu'un alors qu'il est à mon équipe, c'est de lui dire ok, en fonction de ton niveau, si la personne est relativement débutante par exemple, je vais lui dire il te faut 4 heures en commun avec mon emploi du temps, je veux qu'on ait tout le temps 4 heures. Et honnêtement, je recommande vraiment 4 heures parce que 4 heures c'est ce qu'il faut pour former quelqu'un au début. Quelqu'un qui est très autonome, vous pouvez n'avoir qu'une heure avec lui en commun. Quelqu'un qui est très peu autonome, vous devez avoir au moins 4 heures. Donc je recommande vraiment 4 heures. Ensuite, il va vous dire je fais 35 heures, je l'ai fait de telle heure à telle heure, je suis contacté de telle heure à telle heure. Pour le droit à la déconnexion, ne forcez pas le contact des gens en dehors et ils ont défini leurs heures, tu vois, ils vous ont dit à quelle heure est-ce qu'ils travaillaient, allez pas les contacter en dehors, ou contactez-les, mais ne demandez jamais, n'exigez jamais à ce qu'ils vous répondent en dehors de leurs heures de travail, ils les ont définies quoi. Par contre, vous pouvez laisser l'option ouverte. Moi, c'est un truc que je fais alors qu'il est. Dans les heures de travail, c'est obligatoire, tu dois être comptable, faut qu'on puisse être, qu'on soit d'accord que tu es en train de travailler. Le week-end, t'es pas obligé de travailler, mais si jamais tu as envie de le faire, je vais jamais t'interdire de travailler parce que bon, on reste quand même des machines à produire, donc si quelqu'un a envie de travailler le week-end, faut qu'il puisse le faire quoi. Donc je laisse l'option ouverte et de temps en temps, un signal que j'aime bien envoyer, c'est faire voir, voilà, regarde, je vais envoyer des messages sur Slack, des tweets que j'ai vus le week-end, des trucs comme ça. Et ça leur fait voir, ah regarde, le manager il travaille le week-end, potentiellement ils vont commencer à regarder tout à l'heure le week-end. On rentre dans leur cerveau et on met du SEO partout tous les jours quoi. J'adore ça. Ensuite,
Donc voilà, toute l'équipe une à 4 heures en commun. Ça, c'est un modèle que j'ai pas, mais j'aimerais bien essayer. C'est les heures variables par jour. Et potentiellement, du coup, on peut dire, on peut s'assurer d'avoir une à 4 heures en commun et ensuite dire, ok, tu travailles autant d'heures que tu veux par jour. J'exigerais, je pense, entre 5 et 10 heures, histoire de moduler. Et au final, en vrai, on n'est pas si loin de ce modèle. Parce que souvent, on va faire autre chose et après, on rattrape nos heures à un autre moment. Mais en gros, 5 à 10 heures par jour, sur 4 jours ou 5 jours semaine, plutôt 5 quand même, parce que 4, c'est un peu... Bon, après, split, on verrait. Mais voilà. Ça permet d'avoir le côté... Les gens sont plus flexibles sur leur emploi du temps et potentiellement s'ils ont des trucs à faire ils s'organisent et ça leur laisse plus de liberté et les gens sont vraiment contents. En fait ça nous permet d'avoir une rétention de fou furieux quoi. Et enfin le trick des vacances illimitées c'est un truc dont je parle souvent et c'est vrai en fait chez Green Tomato on a des vacances illimitées. Les gens nous disent tous mais c'est quoi le truc? Il n'y a pas de truc. En fait on a proposé des vacances illimitées et on a proposé du remote illimité. Donc à l'heure qu'il est, quand les gens ils ont besoin de voyager parce qu'ils ont envie de voyager, bah, en général, la plupart, et moi le premier, je prends pas de vacances parce qu'en fait je peux aller travailler dans une île paradisiaque thaïlandaise et ça marche bien. Et en fait, overall, au niveau des stats, les gens prennent moins de congés que si on leur avait filé 5 semaines. Donc voilà, moi j'encourage mon équipe et je vous le dis encore, il y en a la moitié qui sont ici, prenez plus de congés parce que alors qu'il est, vous en prenez pas beaucoup. Mais les vacances illimitées, c'est un très bon avantage qui est ultra sexy. Et qui en fait est pas du tout pénalisant pour une entreprise et beaucoup d'entreprises, beaucoup de stats sur les vacances illimitées vous le diront, c'est clairement pas pénalisant et ça fait plaisir et c'est attrayant en fait. Et le fun dans tout ça, parce que l'entreprise c'est quand même le fun, non? Donc dans la partie fun, sur Slack, nous ce qu'on fait globalement, on fait du Kahoot, c'est des petits quiz qu'on se fait en ligne, plein on les partage, des petits trucs culture d'entreprise, c'est un peu sympa. C'est un côté voilà, c'est un côté sympa, c'est fun, ça fait un peu trop corpo honnêtement, mais c'est pas grave, c'est cool. C'est aussi important de faire de la culture d'entreprise tradie, même si on est en ligne et qu'on est full remote et que tout ça, faut quand même qu'on garde un petit côté corpo. Mon petit prono, c'est un truc qui marche bien et qui a été cool dans toutes les boîtes, tout le monde en a fait. Bah, en remote, tu peux le faire aussi, donc ça marche bien. Tu peux offrir, 50 balles offerts pour celui qui est premier ou un petit cadeau, un resto offert. Enfin bref, n'importe quoi. C'est cool, c'est des trucs qui permettent d'avoir de la cohésion. Et nous, tous les gars de mon petit prono, il y en a aucun qui travaille ensemble. Et ben ils connaissaient tous le poste de l'autre, ils savaient tous ouais c'est lui, il vit dans tel endroit, il est contactable à telle heure, etc. Parce qu'en fait, ils étaient ultra intéressés par quel prono allait faire, qui allait gagner. Donc un truc qui marche trop bien. La musique en général, moi la musique j'écoute de la musique à mort, on est tous sur des PC, on écoute tous de la musique toute la journée. Donc des channels Slack où on s'envoie de la musique quotidiennement. Tiens, j'ai kiffé ça, j'ai écouté ça, putain, pur nouvel album de Rap FR qui sort, on se le partage à chaque fois. Donc en gros, la musique, gros moyen de connecter les gens entre eux, c'est un truc qui marche bien. Et voilà, quand on a les Serbes qui nous envoient de la musique serbe, ça nous fait toujours triper. Et quand nous on envoie des gros albums de Rap FR, voilà, ça nous permet de partager ensemble et d'écouter la même chose ensemble et de dire ah, putain, t'as vu tel titre, etc. Bref, des bons moyens de connecter en fait, overall. Les hobbies, on a des petits channels où on s'envoie des photos. Tiens, je fais de la plongée ce week-end, j'ai fait de la boxe ce week-end, j'ai fait des trucs comme ça. Donc ça c'est sympa. Ça fait encore un peu corpo, genre on est entre nous et on se dit ah tiens, regardez mon entreprise, comment j'ai une vie cool. Mais bon, c'est sympa. Moi honnêtement, j'aime bien ça. Et un truc que j'ai pas fait mais que j'aimerais trop faire, c'est les jeux concours SEO. Donc vous dites, je dis à mon équipe SEO, par exemple, il y a le truc technicalseo.expert, je crois. C'était un jeu concours SEO pur technique. Je l'envoie à mon équipe et je dis ok les gars, le premier qui le craque, je lui file 100 balles ou un jour de congé ou n'importe quoi. Mais en gros, d'avoir un petit prix. Et en fait, votre équipe, elle va être... c'est marrant de filer un jour de congé quand on a congé limité. Hein. Donc j'aimerais bien... voilà. Et en fait, pour les exciter un peu, et en fait, ils vont passer du temps à faire autre chose que leur travail, c'est vrai, ils vont être là, ils vont chercher sur leur technical, ça se trouve ils vont prendre une demi-journée, mais les employés d'habitude ils prennent une demi-journée, de temps en temps ils vont aller sur Facebook, ils font autre chose, donc en fait si vous rentrez dans leur tête avec le temps ils vont passer, au lieu de les regarder sur TikTok, et ben, ils vont le passer à faire du jeu concours SEO, ils vont prendre du niveau, ils vont rester dans le pro, et en fait c'est ultra double value quoi, donc en fait il faut rester tout le temps dedans et réussir à les stimuler comme ça. Et enfin, je recommande très fortement les team building en général. Nous, on le fait plus qu'une fois par an parce qu'on aime quand même beaucoup ça. Là, actuellement, on est 15 dans une baraque à 20 minutes et on a taffé toute la semaine ensemble et on a plein d'idées et plein de projets qui en sont sortis. Et c'était vraiment, ça valait le coup, clairement à 100%. Et ça nous permet de tous nous voir, tous nous rencontrer, de connecter à mort pour toute l'année qu'on va passer à moins se voir. Et donc voilà, quelques conseils en général. Il faut que ça reste optionnel pour les gens. Forcez pas les gens à faire du team building et à venir. En fait, vous restez une boîte, vous restez un taf. Les gens souvent ils font ça pour gagner leur vie et pour aller manger. Donc forcez-les pas à venir, sinon ça va créer une mauvaise ambiance. Mais par contre, si les gens viennent, ils vont kiffer quoi. Ils sont venus, vous leur payez la bouffe, vous leur payez les boissons. Rien que ça suffit en fait. Vous pouvez ramener tout le monde. Ça roule très bien. Brainstormer, c'est l'occasion de brainstormer énormément. Et ensuite faire du pro et du non pro. Si vous avez l'occasion de boire des coups ensemble, si vous avez l'occasion de faire des petites activités, ça va faire plaisir.
Et enfin, on arrive à la fin d'une relation, parce que la relation commence et la relation finit souvent. Je vous ai mis la partie accompagner la démission parce qu'on est en France et que le licenciement, c'est pas du tout quelque chose qui est facile. Il faut des fautes graves, il faut des trucs qui sont compliqués, qui sont chiants. Donc voilà, en fait, la première, faites en sorte de ne pas avoir besoin de licencier en faisant en sorte de ne recruter que des personnes qui sont extraordinaires. Parce que si vous avez besoin d'avoir de licenciés en France, ça va être très compliqué, c'est toujours une perte de temps. Donc le plus gros risque que vous avez, surtout en SEO où il y a une grosse recherche d'emploi, etc., ça va clairement être la démission. Comment est-ce que vous faites ? Gardez une bonne relation avec vos équipes en général, ce qui vous permettra après d'avoir une période de préavis la plus longue possible. Là, vous allez me dire, ouais, la période légale, c'est 1 mois. Oui, mais si vous aimez bien votre personnel et que votre personnel vous aime bien, il vous acceptera, vous prévenir, tu vois, 2 mois en avance, 3 mois en avance, de préparer le départ ensemble pour avoir du temps. Pour le recrutement, parce que justement, le recrutement est capital. Et si vous en plantez sur le recrutement, vous allez perdre trop de temps et trop d'argent et trop d'énergie. Et pour la formation, si potentiellement vous connectez le gars partant et le gars arrivant pour qu'il s'auto-forme, vous gagnez un temps de ouf parce qu'en fait vous n'avez pas besoin de faire la formation, qui est un truc que j'adore moi personnellement, mais qui est aussi fatigant. Et donc il y a des fois où c'est bien de pouvoir déléguer cette partie de formation. Et ensuite le classique, assurez-vous que les mots de passe sont transmis et que les redirections mail se fouettent. Le basique technique, ça évite les problèmes a posteriori, quoi. Et voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Tac. Vous l'avez tous vu. C'est là, du coup, il faut que quand tu poses ta question, que tu vois le premier qui a levé la main. Putain, en plus, là, il y en a qui vont déjà lever la main avant même. Ma question mug, c'est combien d'heures est-ce que je recommande en commun ? Ah, là-bas au fond à gauche. Entre 1 et 4, c'est bon, en fonction de l'autonomie, en effet. Bien joué. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci Léo pour ta conf. Tu n'as pas parlé des projets personnels potentiellement à côté des SEO. Comment tu gères, comment tu autorises, comment tu interdis chez Green Tomato ? Tu veux savoir mon avis personnel ou l'avis de Green Tomato ? Les deux, à la limite. Ok. Historiquement, chez Green Tomato, je pense qu'il y a eu plusieurs problèmes parce que des gens avaient des projets personnels, ils sont partis et ont démissionné. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient potentiellement relancé des business de la boîte, encore que peut-être s'il y a une époque, il y a eu des business de la boîte qui ont été dupliqués, qui ont été lancés à côté. Et du coup, il y a une historique chez Green Tomato où on n'apprécie pas énormément les projets personnels. Au sein de... Enfin voilà quoi. Et donc en général, on essaie, quand on embauche, on demande pas mal est-ce que tu as des projets personnels ? Est-ce que c'est du sérieux et à quel point est-ce que tu es prête à les conserver ou est-ce que tu es prête à les mettre de côté pour travailler avec nous, etc. Donc on a un côté projet personnel qui est un peu contrebalancé. Après, il y a 1 an, on n'acceptait pas les gens qui avaient des projets personnels parce que moi, je suis très pro-projet perso dans le sens où je pense que si tu es quelqu'un d'un SEO qui est passionné, c'est normal que tu aies construit tes sites. Et moi, c'est comme ça que je détecte les gars qui sont bons. Ils ont construit leur site, ils font de l'argent sur Internet. Moi, ce que je veux, c'est des money makers avec moi, des gars à qui tu donnes 1000 et ils font 3000. Donc, en fait, si tu as trouvé un gars comme ça et que tu le prends pas parce que justement, il a été capable de le faire, c'est un peu dommage. Donc, en gros, voilà, c'est un peu compliqué. On est en relation avec le management, on en discute beaucoup. Mais moi, je suis pro-projet perso et faut pas non plus. Mais alors qu'il est. Tous les éditeurs de sites, je les vois tous sur Twitter, les petits nouveaux, là, les petits jeunes qui arrivent de chez Asynchrone, ils disent ouais les gars, ouais j'ai envie de faire une expérience en agence, comme ça je prends des compétences et après je me casse pour l'édition de site. Mais je vais pas vous prendre les gars, tu vois, faut pas halluciner. Moi je veux des gars qui soient à long terme et qui soient fiables. Faut pas non plus qu'on... Enfin le but c'est pas de venir qu'on vous forme, on n'est pas une école quoi les gars, allez à l'école si vous voulez être formés. Donc en gros voilà, le projet pro et le side business, pourquoi pas, mais qu'on ait une vision long terme ensemble sur la situation. Merci pour la conférence. J'ai une question, je reviens sur les vacances illimitées. Ouais. Obligé. Comment vous baquez juridiquement ? Parce que quelqu'un derrière... Non mais voilà, on voit la belle version là, mais derrière quelqu'un qui vient et dit bah ouais, je prends 12 mois de vacances. Donc c'est pas vraiment illimité. Non, en gros, il y a plusieurs choses. Déjà, on n'est pas sous loi française, on est sous loi thaïlandaise. Donc, on a un code du travail qui est légèrement différent. D'accord. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'on ait de code du travail.
En fait, il n'y a pas de code de travail. Donc c'est plus flex, on va dire. Ensuite, c'est des vacances qui sont illimitées, mais en vrai, c'est soumis à l'acceptation de ton manager. Donc en fait, si tu commences à partir en steak complet, ton manager il va te couper au bout d'un moment, il va te bloquer. Honnêtement, j'ai vu très peu de blocage chez Green Tomato. Et moi, je pousse. Voilà. En fait, tu as un nombre de jours qui est quand même très large avant de prendre un blocage théoriquement. Et si tu performes, en fait, on te bloquera pas, quoi. Et j'ai vu, et je vais pas te mentir, il y a quelqu'un dans notre entreprise qui prend 6 semaines tous les ans. Et 6 semaines d'affilée, quoi. Donc on est en mode, ok, bah, ça roule, quoi. Et même ça, du coup, ça passe et c'est possible et ça gêne pas le boss qui le manage cette personne directement. Donc il y a une réalité là-dessus où on est quand même beaucoup plus flexible que sont la moyenne des boîtes françaises. Mais on se protège légalement dans une moindre mesure. Ouais. Et une autre question? D'ailleurs, attends, juste pour rebondir là-dessus, je sais que Eskimos, ils faisaient ça à leur début. C'était intéressant de savoir peut-être comment est-ce que eux se protégeaient légalement parce qu'il y avait un délire autour de ça, quoi. Je sais pas s'ils le font encore, mais je pense pas, les connaissants. Enfin, les connaissants. Ah, vous le faites encore? Ah non, ça le fait plus. Bon. Merci. Vous n'avez pas évoqué t'as pas évoqué la question du salaire Ouais. et du statut. Par exemple, les SEO qui bossent en France, le mec de Caen. Freelance. Alors du coup, ils sont freelance. ils sont auto-entreprises. Du coup, ils doivent payer leurs taxes en France. Mais du coup, ça fait une différence brute à net. Sur le contrat, on note qu'ils ont les mêmes conditions qu'un employé, on leur note tout exactement comme c'est. Et que si jamais on doit arrêter le contrat, ils ont les mêmes conditions d'arrêt de contrat, de licenciement qu'on a sur notre boîte thaïlandaise, que moi, en tant que salarié thaïlandais, j'ai. Donc on est tous traités à la même enseigne. Mais voilà. Et en termes de grille. Et en termes de grille de salaire, je pense que le remote nous permet d'être. Alors, en Thaïlande spécifiquement, ça nous permet d'être sous contrat thaïlandais, ça nous permet d'être mieux et de moins payer les gens. Honnêtement, d'avoir des gens moins chers parce qu'en fait, tu peux avoir des gens qui veulent du remote absolument et c'est un avantage de ouf que tu peux avoir. Maintenant, le problème qu'on a, c'est quand on veut embaucher des gros profils qui coûtent cher en Europe et quand tu prends 40-50% de taxes, en fait, tu vas te retrouver à devoir surpayer quelqu'un pour qu'il ait un salaire équivalent. Donc ça, j'avoue, le point de blocage qu'on a en ce moment, si on veut prendre un gars à 100K en France, c'est pas le cas. Ça coûterait très cher en fait en termes de taxes et tout, donc ça serait compliqué. Okay. Et après en termes de donc en fait grille de salaire classique peut-être moins 10%, même plus que ça. Se comparer à Paris, c'est hallucinant, hein. On paye moins que moins 10%, moins 20% peut-être, c'est comme ça. Et donc c'est combien un junior à peu près? Nous on paye 2000 € net par mois à peu près les juniors. Ok, merci. Globalement. Est-ce qu'on a encore des questions? C'est tout bon? On va applaudir une dernière fois Léo et on va pouvoir aller manger.